Bon après-midi tout le monde. Bienvenue au Midi Conservation du réseau de milieux naturels protégés. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Véronique Dermette et je représente le réseau, le RMN, et donc je serai la modératrice du webinaire aujourd'hui. Donc, bienvenue dans notre salle virtuelle. Je vais vous passer quelques messages d'information générale pour la prochaine minute. On va laisser les gens le temps d'arriver en salle. Donc, brièvement, j'espère que vous connaissez le réseau de milieux naturels protégés, le RMN, comme on l'appelle communément. Donc, le RMN, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de protéger l'environnement pour le bénéfice de tous, pour le bénéfice de la communauté, de la société québécoise particulièrement. On travaille aussi un petit peu en lien, en relation avec d'autres organismes à travers le Canada aussi. Donc, nous, notre mission, elle veut soutenir et encourager la conservation volontaire des milieux naturels partout au Québec. Quand on parle de conservation volontaire, on adresse la protection du territoire privé, donc pas nécessairement les parcs nationaux comme certains d'entre vous les connaissent déjà, mais plus l'accès à des sites qui appartiennent, par exemple, à des individus ou des organismes de conservation, pour le bénéfice de maintenir les milieux naturels intacts et la biodiversité et les services écosystémiques qui sont rendus aussi par ces milieux. Et donc, le RMN regroupe plus de 70 membres, dont la majorité sont des organismes de conservation. Et on dessert aussi également une centaine d'organismes et partenaires, en plus de l'ensemble de la population québécoise qui ont à cœur la protection des milieux naturels et dont je suis certaine vous faites partie puisque vous participez à ce webinaire ce midi. Donc, le RMN organise cette série mensuelle de webinaires à tous les mois, le dernier mercredi de chaque mois habituellement, et donc avec une variété de sujets, une variété d'experts qui viennent vous présenter différents aspects de la conservation. Donc, le RMN existe depuis 1997, donc plus de 27 ans, puis ça fait depuis 2015 qu'on tient ces rendez-vous mensuels. Donc, quelques notes sur le déroulement du webinaire. Comme vous pouvez le voir, il vous est impossible d'utiliser vos micros en ce moment. Donc, ils sont fermés pour ne pas avoir d'interférence. Si vous avez besoin de précision sur un propos pendant le webinaire, je vous invite à poser vos questions via la boîte de chat ou via la boîte de questions. Donc, si vous regardez sur vos paramètres de GoToWebinar, vous pouvez accéder à ces boîtes-là et les adresser directement à moi ou à Daniel. Et je vais lui transférer au moment opportun. Ensuite, donc, si on passe dans le vif du sujet, notre présentation, par respect pour la mission de conservation, pratiquer un plein air plus durable dans les milieux naturels protégés. En fait, ce sujet-là nous est venu en tête, le printemps qui arrive, le soleil, la chaleur. On l'a vécu l'année passée avec la pandémie. Beaucoup de Québécois et de Québécoises se sont précipités vers les milieux naturels pour sortir de la maison, puis c'est très compréhensible. Et c'est un bel intérêt, en fait, un nouvel intérêt grandissant envers les milieux naturels. Par contre, c'est sûr que cet accroissement d'achalandage-là, cette forte achalandage-là peut avoir une pression sur les milieux. Et donc, si on ne pratique pas un plein air durable, donc en faisant attention où on met les pieds, en évitant par exemple certaines périodes, en posant certains gestes versus d'autres, on va pouvoir maintenir nos milieux naturels de façon intacte et en fait réaliser la mission que les propriétaires de sites naturels privés se sont donnés. Et donc aujourd'hui, le RMN a invité Mme Danielle Landry, qui représente de Ville-en-Forêt. Donc, Mme Landry est engagée depuis une trentaine d'années dans l'éducation, l'innovation et la résolution de problèmes sociaux et environnementaux. Elle a fondé et dirige maintenant Ville-en-Forêt dans le but de perfectionner le savoir-faire québécois en matière d'éducation des publics à la fréquentation responsable et durable des aires naturelles. Elle détient une attestation maître instructrice du Centras, Leave No Trace, que vous connaissez peut-être déjà brièvement, mais on l'a invité ce midi en fait pour vous présenter ses principes. Donc, Danielle est aussi impliquée avec les Amis de la montagne ici à Montréal. Donc, Danielle, si tu es prête, je te passerai la parole. Oui, merci Véronique et merci au réseau pour cette invitation et merci à vous d'être là. Bonjour à tous et à toutes. Je pense que c'est une grande chance de pouvoir parler effectivement de comment on peut changer notre comportement dans les milieux naturels pour le rendre plus adapté à la fragilité de ces milieux-là et surtout quand on voit qu'il y a un effort qui est fait particulièrement
pour protéger certains milieux, ben, ça vaut la peine, nous autres aussi, de voir comment on peut mieux faire ce qu'on fait déjà, qui est d'apprécier le milieu et de vouloir profiter de ses bienfaits de toutes sortes de façons possibles et imaginables. Alors, on m'a demandé de partager quelques connaissances, des techniques et quelques ressources centrales que vous pourrez consulter par la suite. Et j'ai oublié de te demander, Véronique, si vous rendez disponible la présentation, le diaporama par la suite. Oui, Daniel, on va le rendre disponible sur la Bon, chaîne YouTube du réseau de milieux naturels protégés en mode public. en mode public. Donc, il y aura le document, la vidéo, et il pourra avoir peut-être le PDF, j'imagine. En tout cas, ça Oui, serait effectivement. Et le tout se d'accord. retrouvera sur le site Internet du RMN aussi. C'est parfait. Je te remercie. Alors voilà, alors j'ai été présentée, mais je vais quand même souligner que les formidables aquarelles que vous allez voir dans les pages qui viennent ont été faites par une artiste qui s'appelle Andrea Williamson, qui vit maintenant à Montréal, mais qui vient de l'Ouest canadien. Et en fait, elle a accepté de m'aider à illustrer les 7 principes centrales pour essayer d'inspirer le plus possible les gens. Alors, j'espère que vous allez les apprécier. Moi, elle m'inspire en tout cas certainement beaucoup. Il faut dire que comme j'aime beaucoup la nature, c'est pas compliqué tellement de me donner le goût de la protéger, mais quand même, ça vaut la peine d'être toujours réalimenté dans cet amour qu'on a pour la nature. Alors, tu m'as présenté tantôt, Véronique, je te remercie. Alors, je ne prendrai pas plus de temps, sauf pour dire que oui, je suis maître instructrice centrale. Je suis allée chercher ma formation aux États-Unis auprès de l'Adirondack Mountain Club. Et par la suite, cette attestation de formation a été reconnue par le Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, qui est quand même l'organisme qui s'occupe de continuer le développement du programme central, c'est de contribuer à son essor partout à travers les États-Unis et dans le monde. En fait, le programme central dont on va parler aujourd'hui, et plus particulièrement dans sa dimension des 7 principes centrales, est un programme qui a vraiment une notoriété auprès de plusieurs organisations à travers le monde. Et en fait, on reconnaît, on recense qu'il y a à peu près 90 pays où le programme a été implanté et qui reçoivent donc de l'appui du Leave No Trace Center for Outdoor Ethics. On est chanceux. Ici au Canada, on a un des 4 piliers internationaux du mouvement Centras, qui est Centras Canada. Et donc, ça m'a permis aussi de pouvoir devenir la fournisseur autorisée pour le programme Centras pour le Québec. Et à l'échelle canadienne, nous sommes, à ma connaissance, aux dernières nouvelles, que 4 fournisseurs autorisés, ce qui veut quand même dire que on a en tout cas, moi, je me ressens une grande responsabilité pour faire la promotion de ce programme-là. Alors, j'espère que je vais bien le faire aujourd'hui, mais surtout que je vais vous outiller pour pouvoir vous-même adapter votre comportement et en parler aux autres, inspirer les autres aussi à faire de même. Alors, je passe aux 7 principes centrales. Alors, en fait, les 7 principes centrales, c'est vraiment un outil éducatif de grande qualité qui a été développé après une quarantaine d'années de recherche et de développement aux États-Unis, mais qui continue toujours d'être mis à jour grâce aux données de recherche qui proviennent de domaines comme la biologie, comme la gestion des impacts en milieu naturel, comme aussi l'éducation relative à l'environnement ou l'éducation en plein air. Alors, à quoi ça sert les 7 principes centrales? Bien, en fait, ça nous aide à trouver notre propre raison à nous de vouloir faire un effort pour adapter son comportement et donc prendre soin de la nature et avoir ce comportement et cette attitude qu'on pourrait qualifier de plus responsable. En fait, c'est basé sur l'éthique du plein air, qui est une éthique de la responsabilité à l'égard du bien-être, de la santé et de l'intégrité de la nature. Et en fait, c'est basé aussi sur les travaux de beaucoup de chercheurs et d'un penseur extrêmement important qui est Aldo Leopold, qui était le penseur de l'éthique de la Terre. Alors, c'est une des grandes sources d'inspiration des 7 principes centrales. Les 7 principes centrales, de façon concrète, vont nous aider à savoir comment réduire les impacts des activités non motorisées dans les aires naturelles, qu'elles soient terrestres ou aquatiques.
Alors, ça nous concerne tout le monde effectivement, puisque une aire naturelle, bon, peut être une grande zone de nature, mais peut être aussi un petit espace dans un milieu urbain dont on doit aussi arriver à protéger la nature. Donc, on dit que les 7 principes centrales, c'est un cadre de référence. Il nous permet en fait d'avoir accès à un ensemble de pratiques et de techniques de réduction des impacts. Et c'est aussi à la fois des balises de décision auxquelles on peut se référer pour effectivement être capable de prendre de meilleures décisions quand on se retrouve en milieu de plein air. Alors, ces balises de décision sont vraiment des éléments importants, sont des informations qui nous permettent en fait de comprendre pourquoi ce serait important de réduire les impacts écologiques et sociaux. Aujourd'hui, on va parler plus des impacts écologiques, mais quand même, les impacts sociaux également, de chacune des activités qu'on fait, quelle que soit cette activité d'ailleurs, et en même temps, de faire en sorte, en réduisant les impacts de sa propre activité ou de l'activité de son groupe, faire en sorte que les impacts individuels qui viennent de chacune de nos activités ne s'accumulent pas au fil du temps. Alors, il y a cette notion d'impact cumulatif que l'on doit arriver à bien comprendre pour trouver encore plus de raisons de faire un effort. Et puis, on pourrait rajouter que ces impacts cumulatifs, ici ajoutent également tous les impacts environnementaux qui viennent mettre une pression sur les milieux naturels, les écosystèmes, les espèces et les habitats et leurs habitats. Les gens qui sont gestionnaires de milieux naturels peuvent aussi se servir des 7 principes centrales pour communiquer un seul et unique message quant au comportement qui est attendu de leur public quand ils se présentent sur les lieux. Ça peut être aussi comment je dirais, un message que nous aussi on adopte et qu'on communique aux gens dans notre entourage, qu'on communique aux groupes quand on encadre ou qu'on accompagne des groupes en milieu naturel, etc. Et le fait qu'on dise que c'est un seul et unique message vient du fait que, vous allez le voir tout à l'heure, il y a 7 principes qui ont été énoncés et qu'on tente le plus possible de reprendre dans cette forme-là pour en fait faire en sorte que dans beaucoup de lieux où on accueille des publics en plein air, on reprenne ce message-là et que les gens le reconnaissent et que de ce fait-là, on construise une notoriété pour ce message et qu'on lui accorde plus de visibilité et peut-être donc qu'il encourage les gens à y adhérer davantage. Alors ça, c'est pour présenter très généralement les 7 principes centrales. Et voici la liste justement de ces 7 principes. On ne va pas les regarder en détail sur cette diapo, on va les voir l'une après l'autre et c'est comme ça que je vais pouvoir vous présenter quelques techniques qui seraient à adopter si vous le souhaitez dans votre pratique plein air. Évidemment, ça me permet de dire que les 7 principes centrales, en fait, nous aident à faire ces changements-là de façon graduelle. Alors, on n'est pas dans l'ordre d'un code de conduite ou d'un ensemble de règlements ou de règles qu'on impose aux gens. On est vraiment en train de leur offrir une série de pratiques et de techniques qu'ils vont pouvoir adopter au fur et à mesure qu'ils s'y sentiront prêts ou que leurs valeurs et leur façon de les mettre en pratique évoluent. Alors voilà, on va regarder ça ensemble. Et voilà, on voit aussi du coup les belles aquarelles de Andrea qui ont été faites pour illustrer et présenter les 7 principes centrales un peu partout. Daniel, Alors, avant que tu rentres dans le détail, je voulais juste inviter les gens, s'ils veulent aller voir la boîte de chat, j'ai mis 2 questions à tomber justement avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous sont des pratiquants du plein air, donc quel site vous avez visité récemment et qu'est-ce que vous recherchez lors de vos visites? Donc, ça va pouvoir alimenter aussi les propos et les questions plus tard. Donc, je vous invite à aller voir ça. Je te laisse continuer. Je te remercie, Véronique. Alors, vraiment, répondez, ça va être intéressant de voir vos réponses. Alors, ce premier principe, se préparer et prévoir, touche beaucoup plus que ce que je vais vous présenter aujourd'hui et c'est vrai pour tous les 7 principes.
Mais l'idée, c'est de vous donner un peu quelques éléments de base, surtout en pensant au milieu naturel protégé, et faire en sorte que ça vous donne le goût d'aller voir un peu plus loin par la suite. Puis on verra à la fin, justement, vers où vous pouvez vous diriger pour en apprendre davantage sur les 7 principes sans trace et peut-être sur la possibilité de vous-même devenir quelqu'un qui fait de la formation à l'aide des 7 principes sans trace ou qui l'intègre à son offre d'accueil des publics. Voilà, donc se préparer, prévoir, j'y reviens. Alors l'idée, c'est d'arriver à pouvoir s'informer à l'avance pour connaître les lieux puis savoir à quoi s'attendre. Alors, il y a en général, les 7 principes sans trace vont proposer qu'on ne se présente pas dans un milieu naturel à plus de 6 personnes. Et l'idée, c'est d'essayer de réduire l'impact de ce groupe en minimisant la taille de ce groupe. Moins on est de gens, moins on a de risques, donc d'empiéter sur le territoire ou alors d'être dans une situation où on va produire beaucoup de bruit, par exemple, ou beaucoup d'agitation, parce que plus il y a de gens, plus il peut y avoir de vie qui se manifeste. Alors, on va essayer de suivre cette directive ou cette balise plutôt de 6 personnes, mais il pourrait arriver que dans un milieu naturel, on vous demande de faire encore moins. Alors, l'idée, c'est de pouvoir s'informer à l'avance de la taille des groupes qui est obligé, qui est, comment on dirait, qui est préconisé plutôt. On vous encourage aussi de vérifier s'il y a des zones ou des habitats sensibles. Alors, il pourrait y avoir des zones dans l'air naturel desquelles vous pouvez vous approcher à peu près en tout temps, mais qu'il y a une période de l'année où, en fait, il pourrait y avoir la possibilité que cette aire soit vraiment interdite d'accès. À ce moment-là, si vous le savez à l'avance, bien, ça peut modifier votre itinéraire, ça peut même modifier l'idée d'aller sur ce lieu-là, mais l'important, c'est de pouvoir justement le savoir à l'avance. Il peut y avoir donc des aires ou des périodes pour la reproduction et la nidification. Et ça devient encore plus important de pouvoir respecter les aires sur le milieu ou alors les périodes où ça se produit et qui fait qu'on va vraiment vous demander de ne pas venir être la cause en fait de tout dérangement. Volontaire ou involontaire, des gens pourraient avoir une attitude qui est dérangeante pour la faune, trop s'en approcher ou involontairement s'approcher d'une aire sans le savoir. Alors, c'est vraiment important d'essayer d'avoir cette information à l'avance et encore là, de vous adapter à cette situation. Il y a beaucoup d'autres informations qu'il faudrait aller chercher à l'avance aussi pour vous assurer de faire cette aventure en milieu naturel de façon sécuritaire, de façon à avoir le plus grand confort possible, d'atteindre vraiment vos objectifs, puis d'avoir une belle qualité d'expérience. Mais aujourd'hui, je mise vraiment sur cette information qui concerne le fait de réduire notre impact. Donc, par rapport au matériel, ça le concerne précisément, justement, qu'est-ce qu'on doit prévoir pour essayer de minimiser l'impact de nos activités sur le milieu? Alors, ben, il y a un équipement que je qualifierais d'anti-bout. Alors, on verra tantôt au principe numéro 2, en fait, l'importance d'avoir un bâton, des bâtons, si vous voulez, des guêtres, je ne sais pas si vous connaissez les guêtres, en fait, qu'on met par-dessus nos pantalons et nos bottes pour empêcher que la boue y pénètre, et certainement de bonnes chaussures bien lacées avec une bonne semelle. On en parlera tout à l'heure, mais on parle de matériel à prévoir. Voici des éléments de matériel qui seraient importants d'apporter avec vous. Après, ben, de quoi vous auriez besoin pour gérer les matières résiduelles et les déchets humains? Je ne vous parle même pas des déchets en général. C'est sûr qu'on a tous compris qu'il faut les rapporter. Alors, on espère que vous avez un sac pour pouvoir les rapporter. Mais les matières résiduelles, je pense particulièrement au reste de table, par exemple, si vous faites un petit pique-nique, ou alors les matières organiques, votre pelure d'orange ou je ne sais trop. Donc, on en parlera tantôt au principe numéro 6, quand on parlera du respect de la vie sauvage. Mais vous devez penser certainement à avoir des sacs qui vont vous permettre de rapporter ces matières-là. Et puis, pour ce qui est des déchets humains, ben là, vous allez probablement avoir besoin d'une truelle, de savon pour pouvoir vous laver les mains après. Papier de toilette, on en parlera tantôt. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir du papier de toilette?
on verra. Peut-être un linge pour essuyer l'urine qui va sécher à l'air libre après, etc., etc. On en parle tout à l'heure, mais pensez au fait que vous devez prévoir ça parce qu'il n'y a pas toujours des installations dans les milieux naturels qui permettent que les gens utilisent une toilette, même si c'est une toilette à compost ou une toilette sèche, il n'y a pas toujours cet équipement-là en place. Ou alors, même s'il y a cet équipement-là, ben, vous avez des enfants, puis la distance avant de revenir à la toilette est trop longue, alors vous avez besoin d'utiliser l'espace naturel pour faire vos déchets, mais il y a quand même des conditions à créer. On regardera ça tout à l'heure. Alors, je parlais tantôt du savon. Alors, on recommande effectivement du savon biodégradable. Et si vous pouvez en plus avoir du savon biologique, ben, c'est un savon qui laisse encore moins de résidus dans le milieu naturel. Là, je vous ai montré EcoTrail parce qu'il est certifié EcoCert, mais il pourrait avoir d'autres marques aussi qui ont effectivement rencontré les normes d'une certification biologique et que vous préféreriez peut-être à EcoTrail. Après, une brosse à poils rigide. Alors, pourquoi une brosse à poils rigide? On regardera ça tantôt quand on parlera du principe numéro 4 qui est laisser intact. Oui, attendez, excusez-moi, laisser ce qu'on trouve intact. Alors, on pourra regarder ça en détail. Et puis, un réchaud. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, dans la plupart des milieux naturels protégés, il n'est pas question de faire un feu. Mais vous pourriez être tenté de faire des feux et quand moi je visite certains milieux, j'en trouve des traces de feu. Alors, peut-être que si vous tenez absolument à faire un feu, il faudrait absolument laisser de côté cette idée-là parce qu'elle est interdite. Cette possibilité, mais aussi parce que vous avez quand même l'option du réchaud, le réchaud portable. Et puis à ce moment-là, ben, si vous en choisissez un qui est à faible émission, puis qui ne vous oblige pas d'utiliser de la matière sur place, je parle de petits bois, il y a certains réchauds maintenant qui demandent du bois pour chauffer. Ben, si ce n'est pas nécessaire d'avoir ce type de réchaud-là, c'est tant mieux parce qu'effectivement, vous pourriez utiliser un carburant, soit de l'alcool, qui n'est pas fait à base de dérivés de pétrole ou alors un autre carburant qui est fait à base de justement de ces dérivés de pétrole. Alors, un réchaud peut être une bonne idée si vous décidez de pique-niquer et d'avoir la possibilité de manger chaud. Alors, voilà pour le premier principe. Mais je l'ai divisé en deux pour aussi vous parler du fait de l'importance, pardon, excusez-moi, de planifier les déplacements à l'avance pour vous rendre, sans dire que plus en fait on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mieux c'est, ça on le sait tous. Alors, est-ce que le transport collectif, le transport actif, le transport collaboratif est une option? Tant mieux si vous pouvez envisager ça parce qu'on a tous un effort à faire pour diminuer ces émissions-là. Mais également, il faut penser à la question du stationnement. On a vu dernièrement beaucoup de stationnements se remplir et les gens stationner un peu n'importe comment, ne pas respecter les interdictions, empiéter souvent sur des zones végétalisées. Alors, c'est vraiment un problème. Alors, ça fait partie de votre planification de vous assurer que vous pourrez stationner sur place. Des fois, il y a des milieux où on a une limite d'accueil. Donc, encore là, il peut y avoir une question de réserver votre espace avant en payant vos droits d'accès à l'avance. C'est peut-être une possibilité. Mais sinon, il faut peut-être imaginer y aller en dehors des heures de grande fréquentation. Et là, il faut s'informer encore à l'avance pour savoir quand est-ce que sont ces heures de grande fréquentation et prévoir un plan B. Alors, l'idée, c'est d'avoir imaginé à quel autre endroit vous pourriez aller pour vous permettre de ne pas dépasser la limite en fait qui a été décidée par les gestionnaires pour l'accueil sur le site. La raison aussi en fait qui fait qu'on encourage les gens à se déplacer de façon à ne pas utiliser l'auto solo, c'est aussi pour faire en sorte que ces stationnements, on n'est pas obligé de les faire grandir et empiéter de plus en plus sur le milieu naturel. Alors, cette idée d'avoir planifié ces déplacements et peut-être imaginer un autre scénario que l'auto solo, ça reste une excellente idée et pour nous-mêmes et pour la qualité de l'environnement et pour la qualité de nos milieux naturels. Planifier son itinéraire une fois sur place, c'est absolument impératif. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir en fait combien de temps ça va nous prendre, être sûr que c'est ajusté à nos capacités, puis avoir une carte. Beaucoup de gens se fient sur les applications mobiles. Elles ont leur qualité, mais elles ont aussi leurs limites. Dans beaucoup de milieux, le signal, on ne le reçoit plus une fois qu'on est dans le bois ou si s'il n'y a plus de signal, bon,
sur les lieux à cause de l'éloignement, mais aussi si les conditions s'y prêtent pas pour que le signal soit de qualité. Alors, l'idée, c'est d'avoir vraiment une carte à la portée de la main que vous allez pouvoir consulter tout le long de votre trajet pour être sûr aussi que vous êtes sur la bonne voie. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'opérations de sauvetage qui ont dû se faire depuis l'année passée parce que les gens s'égarent dans les bois. Alors, une bonne carte va vous aider vraiment à garder le bon trajet et puis pas vous obliger aussi en cours de route peut-être à faire des raccourcis et qui là vous obligerait à piétiner la végétation, à faire vraiment ce que vous ne souhaitez pas faire. Puis, si on sait où est le tracé, bien, on va rester sur ce tracé-là et on va protéger donc le milieu qu'on cherche à protéger. Les prévisions météo vont être importantes aussi à connaître. Alors, vous allez pouvoir adapter votre itinéraire en fonction de ça parce que comme pour l'état des sentiers, peut-être que vous allez découvrir en fait que le sentier, il n'est pas accessible présentement. On a vu avec la fonte des neiges, c'est le cas maintenant, mais ça peut être le cas qu'il y a eu de grandes précipitations, par exemple, et donc ça a abîmé les sentiers temporairement, ils sont peut-être fermés. Ou alors, il y a des prévisions météo qui vous annoncent des fortes pluies et vous savez que c'est un sentier, par exemple, où il y a des risques d'inondation ou de dégradation si en fait il y a trop d'eau qui s'accumule et que vous passez. Donc, vous savez que ça s'en vient. Alors, vous allez peut-être éviter de faire ce sentier-là à ce moment-là et puis vous pouvez donc reporter votre visite. L'heure de retour est importante aussi pour ajuster justement cet itinéraire, comme je le disais tout à l'heure. Je passe de côté tous les impératifs sécuritaires et tout ça. Là. On va rester centré sur la protection du milieu naturel. Alors, prévoir son heure de retour, c'est éviter d'être pris justement à devoir, comme je le disais tantôt, faire des raccourcis ou alors commencer à prendre une série de mauvaises décisions qui pourraient avoir un impact négatif sur le milieu. Voilà. Donc, on va passer au prochain principe qui est donc d'utiliser les surfaces durables. Une surface durable, c'est une surface qui va résister à l'abrasion, au piétinement. Donc, on parle évidemment toujours des sentiers. Ça, c'est notre priorité comme surface durable. Rester dans les sentiers, les trottoirs de bois, les plateformes, les surfaces aussi de gravier, de sable, des fois c'est du copeau de bois aussi qui a été mis à certains endroits. Donc, toutes ces matières qui permettent en fait que le sol résiste à l'abrasion et que c'est ça, qu'on n'abîme pas donc le milieu naturel. Alors, ça indique tout de suite qu'on va vraiment encourager, et ça tout le monde le sait, qu'on doit rester dans les sentiers, mais cependant, on l'observe souvent dans les milieux, il y a beaucoup de piétinement sur la lisière et bon. Alors, on va vraiment encourager les gens à avoir des modes de déplacement qui préservent l'état des sols et de la végétation. Alors, la lisière sur le côté, elle est souvent piétinée. La mousse, le lichen sur les surfaces rocheuses et en montagne aussi. La végétation sur le bord des rives. Ce sont toutes des végétations qui sont souvent piétinées sans se soucier en fait dans beaucoup de cas du fait qu'ils vont avoir de la difficulté à se régénérer et que leur sol étant compacté par le passage de tellement de personnes, vont pas permettre non plus qu'il y ait régénération de la végétation. Là, on veut vraiment avoir des modes de déplacement adaptés au contexte, à l'environnement et ça veut donc dire effectivement de prendre les bâtons s'il y a de la boue, parce que ça veut dire que je vais être capable de marcher en plein milieu du sentier, même s'il y a un gros trou d'eau. Je ne craindrai pas de tomber. Je vais pouvoir vérifier s'il y a des racines sous l'eau qui se cachent et qui pourraient me faire tomber. Ça va me donner de la sécurité. Je n'aurai pas besoin de m'accrocher aux branches des arbres qui sont sur le côté. Alors, c'est vraiment une bonne mesure. Les guêtres vont permettre aussi que j'hésite pas à marcher en plein milieu du sentier, même s'il y a de la boue ou de la vase. Et c'est franchement un matériel très peu coûteux et extrêmement durable. Ces guêtres-là, moi, je les ai eues depuis toute ma vie de randonneuse. Alors, on n'a même pas besoin de se soucier de faire cette dépense-là parce que c'est extrêmement durable. Alors, ça permettra de les garder pour à peu près toujours.
Voilà, donc ça c'est pour les modes de déplacement. Il y a la question des droits de passage. On s'est beaucoup rendu compte encore là pendant les derniers mois qu'il y a difficulté pour les gens de respecter cette notion-là. Alors, excusez-moi, je vais juste poser mes bâtons. Alors, les droits de passage sont accordés sur certains sentiers et c'est pas à nous de décider de sortir de ces sentiers puis de se forger ou de s'ouvrir soi-même des sentiers. Alors, les droits de passage, ils sont accordés par les propriétaires ou par les gestionnaires sur un territoire et les sentiers sont installés justement pour qu'on exerce ce droit-là et il n'est pas nécessairement accordé à l'ensemble du territoire et il y a des zones qui peuvent être protégées, il y a des terrains privés qui peuvent être en bordure des espaces où on a un droit de passage qui est accordé. Alors voilà, on demande vraiment aux gens d'être attentifs. Si c'est pas clair sur le sentier, que la signalisation est pas claire, ben peut-être qu'il y a une information qu'on doit aller chercher à l'avance pour s'assurer que la prochaine fois qu'on ira, ben, qu'en y allant, ça sera correct, ou alors que la prochaine fois, on sache exactement où se situe le droit de passer. Alors, gérer adéquatement les déchets, on veut vraiment encourager par les techniques qui sont recommandées sous ce principe-là. On veut vraiment éviter la pollution et la contamination des ressources en eau. Alors, cette pollution-là, elle peut se faire par le fait que des déchets vont se retrouver emportés par le vent et vont, une fois mouillés, rester dans l'eau et se décomposer dans l'eau. Alors, ils vont traîner avec eux de la matière qui va se retrouver à l'eau. Mais dans certaines situations aussi, la contamination en eau peut se faire par les pathogènes qui sont contenus, par exemple, dans nos excréments humains. Ou alors, il peut y avoir de la contamination aussi par les matières qui sont contenues dans les objets qui se retrouvent à l'eau. Donc, il peut y avoir des éléments toxiques dans ces objets-là. Et il peut y avoir aussi toutes les savons, etc., qui peuvent venir donc polluer l'eau. Alors, on veut à la fois éviter que ça se retrouve à l'eau et on veut aussi accélérer la décomposition. Puis, je vais parler de deux éléments surtout, donc les matières fécales et les eaux usées. Alors, les matières fécales, on l'a un peu annoncé tantôt. On parlait donc du fait qu'on peut se retrouver en milieu naturel et qu'on doit devoir creuser un trou sanitaire. Alors, les truelles qu'on peut acheter sont très, très légères. Il n'y a pas de raison de ne pas traîner une truelle avec soi. Et le trou sanitaire, ben, il y a au moins 3 environnements différents dans lesquels on doit adapter notre technique de trou sanitaire. Alors, je les passe rapidement. Alors, il y aurait effectivement le milieu forestier où il y a beaucoup de matière organique. À ce moment-là, on va se trouver un endroit à 60 mètres du sentier ou de campement, mais généralement dans les milieux protégés, on n'a pas de campement, mais si c'est le cas d'un campement, ça peut être aussi 60 mètres de la plage, donc, ou de n'importe quel autre cours d'eau. Donc, on se retire 60 mètres en dehors de cette zone-là pour aller creuser dans la matière organique un trou sanitaire qui va faire à peu près 15 cm pour permettre d'y déposer nos excréments et après de bien remettre la matière organique et tous les déblais et la litière qui était sur le dessus qu'on remet pour bien camoufler le trou. Alors ça, c'est pour les zones où il y a de la matière organique. Autrement, quand c'est de la matière minérale, comme sur une plage par exemple, ben, il n'est pas question de faire d'aucune façon un trou sanitaire pour y mettre nos excréments. Alors les dunes, et les plages sont vraiment pas des endroits pour le faire. Alors, on doit se retirer d'abord pour se retirer de la rive de 60 mètres ou de 70 pas, si vous voulez le compter en pas. Et sinon, donc se retirer de 60 mètres et de toute façon, vous devez trouver une zone dans laquelle vous pourrez faire ce dépôt-là ou alors vous vous engagez à rapporter vos matières fécales. Alors, si vous voulez rapporter vos matières fécales, ben, un sac dans lequel peut-être vous aurez mis double épaisseur de sac étanche, ce serait une bonne
façon de faire. Et si vous voulez le faire en évitant les odeurs, ben, une façon assez simple, c'est soit utiliser du bicarbonate de soude ou alors de la litière, par exemple comme la litière à chat, qui est faite de Brandsi, en fait. Alors, c'est de la litière écologique qui, justement, vous permet de faire un peu moins de dommages quand vous reviendrez à la maison et que vous jetterez vos excréments à la poubelle. Alors, vous aurez cette matière-là dans laquelle les excréments se seront mélangés. Alors, ça, c'est pour les zones avec la matière minérale, comme donc les dunes ou les plages. Et sinon, ben, c'est sur la montagne, à la montagne, où il y a surtout du gravier, mais beaucoup d'espèces fragiles, d'espèces végétales fragiles qu'on voudra protéger. On ne veut pas trop déplacer le gravier non plus s'il y en a. Alors, on va faire un tout petit trou, en fait, on va déplacer un peu la matière minérale. On va effectivement déposer nos excréments là et les recouvrir par la suite. Donc, évitez absolument des zones de végétation et encore là, respecter le 60 mètres d'écart du sentier d'une zone de camping. Il peut y avoir un milieu humide aussi en montagne, donc s'écarter de ce milieu humide-là pour aller faire donc déposer nos excréments. Si vous, évidemment, vous allez vous laver les mains, donc on a parlé du savon tout à l'heure, ben, vous pouvez avoir une petite bouteille pour réduire la quantité, puis ça vous permet de vous rappeler que du savon comme celui-là, on l'utilise à petites gouttes, donc une très petite quantité. Pour ce qui est du papier, le papier de toilette que l'on voit partout traîner, ben, si vous décidez de le laisser sur place, il faut qu'il soit dans le trou sanitaire et que vous vraiment vous l'enfouissiez convenablement. Si vous décidez d'utiliser plutôt un linge que vous rapporterez, ben, un simple linge vous permet justement d'essuyer l'urine et de le laisser à l'extérieur de votre sac sécher tout simplement et ça sera sans risque. Si les gens utilisent du papier, ils le laissent dans le trou, on le disait tout à l'heure, ou alors ils le rapportent. Et encore là, ben, quel genre de sac vous pouvez utiliser? J'ai parlé tantôt de double sac étanche, mais ça peut être aussi d'avoir un sac qui va être durable, qui va vous permettre peut-être d'avoir donc un premier sac dans lequel vous allez mettre vos excréments, ensuite mis dans ce sac-là, peut-être avec de la litière si vous le souhaitez ou du bicarbonate de soude pour pouvoir rapporter tout ça, pour le papier de toilette également. Si donc c'est les eaux, vous avez fait la vaisselle, par exemple, vous avez fait un pique-nique, vous vouliez absolument faire la vaisselle sur place, alors ben, à ce moment-là, vous allez avoir du savon dans l'eau. Alors, il faut savoir comment rejeter dans l'environnement cette eau usée. Alors, l'idée, c'est d'utiliser, j'en ai en petit format, mais vous pourriez en avoir un plus gros format, là, un tamis ou alors une espèce de moustiquaire qui va vous permettre de filtrer vos matières organiques, donc les restes, les petits débris alimentaires, les filtrer et de les garder pour les rapporter à la maison et les mettre au compost. Et autrement, l'eau, vous allez la disperser dans la végétation à grands jets pour permettre de répartir le plus possible les odeurs, les parfums donc, et les matières qui pourraient rester en suspension dans l'eau. Alors voilà pour ce qui est des techniques que j'avais à vous transmettre par rapport à ce principe numéro 3. Le principe numéro 4 concerne ce qu'on doit faire pour freiner la dispersion des espèces exotiques envahissantes. Alors, c'est de traîner une brosse. Les gens qui se promènent en embarcation sur l'eau savent très bien qu'on doit nettoyer une embarcation avant et en sortant de l'eau pour la débarrasser de toutes les espèces exotiques envahissantes qui risquent de se coller à la coque. Alors, les espèces végétales, animales ou les micro-organismes qui s'y collent, ils savent qu'ils doivent les retirer. Mais c'est beaucoup moins acquis ce geste-là chez les randonneurs ou chez les gens qui font du vélo de montagne, par exemple. Alors, toute surface qui vient en contact avec le milieu naturel devrait être brossée pour essayer d'enlever tous les débris qui pourraient se loger dans la boue qui se colle sur le bas des pantalons, sur les pneus, à la semelle de nos chaussures. Donc, on doit prendre la peine de retirer tous ces débris-là avant de quitter les lieux. Si vous n'avez pas le temps, par exemple, sur vos bottes, vous les retirez, vous changez de bottes, ben, vous le faites à la maison. Et assurez-vous que ces débris-là, ben, vous ne les rejetez pas
dans la nature, vous les jetez à la poubelle parce qu'en fait, ils contiennent potentiellement ce qui pourrait faire en sorte que la dispersion se continue, que vous deveniez un vecteur important de cette dispersion-là. On a un grand problème avec la propagation des espèces exotiques envahissantes qui sont en fait une très grande menace pour la biodiversité. Alors, on a tous à faire un effort et ça, c'est un nouveau geste en fait qu'on doit pouvoir intégrer à notre pratique. Ce genre de petite brosse-là à poils rigides, c'est une brosse qui sert en fait pour brosser la pierre. Quand les gens font de l'escalade, ils vont se mettre souvent de la craie pour assécher leurs mains, avoir une bonne grippe sur la pierre. Alors, cette craie de magnésie, ils la retirent avec ce genre de brosse. Alors, j'ai trouvé que c'était une très bonne brosse, très petite et qui faisait bien le travail, justement, grâce à la rigidité de ses poils. Alors, on passe à l'impact des feux. On sait en fait, on ne fait pas de feu dans les milieux protégés. C'est tout simple comme ça. Là, il y a vraiment une interdiction qui est claire. Maintenant, ça se pourrait qu'on fasse quand même un feu, qu'on ait une flamme du seul fait qu'on utilise un réchaud. Alors, il y a vraiment des mesures à prendre pour éviter qu'il y ait possibilité de propagation du feu à cause d'une flamèche ou une allumette rejetée, sans faire attention. Donc, une des mesures qu'on pourrait appliquer, c'est de se donner vraiment une aire de dégagement tout alentour et de ne jamais poser un réchaud sur de la matière végétale, qu'elle soit sèche ou non. Donc, l'idée, c'est de vraiment s'installer sur une surface durable, on en a identifié tout à l'heure, et de faire en sorte qu'il y ait cette aire de dégagement qui nous éloigne de végétation, donc d'arbres au-dessus, et de chaque côté, en fait. Donc, toutes les broussailles qui pourraient être alentour. Et en fait, en nous mettant sur une surface durable, peut-être on élimine aussi des risques de causer des brûlures aux racines des arbres qui sont sous le sol. Alors, ce serait le conseil que je pourrais vous donner par rapport donc au principe numéro 5. Principe numéro 6 qui vise vraiment à sauvegarder la santé et la capacité de la faune. Alors, vous savez qu'on est en déclin de biodiversité, donc dans nos milieux naturels, la faune est vraiment en difficulté. Donc, on a vraiment une grande responsabilité en faisant en sorte de ne pas l'exposer à notre nourriture, entre autres, et pas lui faire perdre la capacité de s'alimenter par elle-même et de l'enseigner à ses petits. On doit vraiment sauvegarder la faune et son caractère sauvage. Alors, on va vraiment vous encourager à trier, rapporter vos déchets. Pourquoi je dis trier? C'est peut-être pour éviter de mettre, par exemple, vos matières organiques avec d'autres matières que vous auriez à rapporter, par exemple, un emballage qui, de retour à la maison, vous metteriez au recyclage, alors que les déchets organiques, vous les mettrez au compost. Alors, en les triant, on est en 2 sacs différents ou 2 contenants différents, ça vous permet de faire ça. Alors, rapporter les déchets, donc si on parle des restes de nourriture ou des matières organiques, une façon toute simple pour vous éviter de multiplier les sacs de plastique, on veut essayer d'éviter ça le plus possible. Ils sont en train de disparaître un peu tranquillement, pas vite. Alors, peut-être qu'il y a des façons très, très simples pour nous de réduire l'utilisation des sacs de plastique à usage unique. Ça pourrait être d'utiliser donc ces cotons qu'on a beaucoup vus dans les commerces, par exemple, zéro déchet. Alors, c'est parfait pour rapporter des matières organiques. Il n'y a pas de problème. Je le lave à la maison, de retour à la maison, pardon, avec un peu de savon et je peux donc le réutiliser. Il n'y a rien de contaminant avec des matières organiques que je rapporterai. Si c'est des restes de table qui vont aller au compost de retour à la maison, peut-être que vous voudrez utiliser quelque chose comme ces sacs justement qui permettent de les déposer directement au compost. Ou alors, si vous n'hésitez pas, que ce n'est pas quelque chose de graisseux, par exemple, peut-être que vous voudrez avoir un sac réutilisable avec une petite couche ici qui le rend plus étanche et donc qui vous permet de rapporter vos restes de nourriture. Ça peut être dans un contenant tout à fait aussi, mais l'idée, c'est d'essayer de passer du plastique à usage unique à d'autres modes pour rapporter nos restes de nourriture. Pourquoi ça concerne les animaux?
par rapport à l'idée de sauvegarder leur santé, leur capacité, c'est qu'en fait, toute cette matière qu'on peut laisser sur le milieu peut poser des risques aux animaux qui vont effectivement la consommer et ça va venir compromettre en fait leurs propres habitudes. Donc, on veut absolument éviter ça et on sait que les gens qui sont des campeurs, par exemple, en longue randonnée, vont utiliser ce qu'on appelle un baril pour la protection de la nourriture et de tout ce qu'on peut traîner en milieu naturel qui a une odeur. Donc, l'équivalent de ça dans certains milieux, c'est une cache qui est installée par le gestionnaire. Mais sinon, ben, l'idée, c'est de faire en sorte que les animaux ne peuvent pas venir s'accaparer votre nourriture. Alors, ça peut être tout simplement de le mettre dans un sac à l'intérieur de votre sac à dos, par exemple, pour limiter la possibilité que les animaux détectent les odeurs et qu'ils viennent se nourrir et que vous, de façon inintentionnelle, en fait, vous les nourrissiez. Alors, l'idée, c'est de vraiment limiter ça. L'autre idée, c'est qu'en fait, quand vous avez aussi trié tout à l'heure, pas trié, mais filtré votre eau de vaisselle, bien, vous avez aussi évité de répandre dans l'environnement de la matière qui aurait pu être consommée par les animaux. L'autre petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous munir de ce qui pourrait être l'équivalent d'une nappe. En fait, c'est d'avoir toujours une espèce de napperon ou moi, c'est un bandana que j'utilise sur lequel vous déposez votre nourriture. Puis après, vous pouvez ramasser et vous assurer qu'il n'y a pas de miettes qui tombent dans le milieu naturel. Et donc, encore là, vous diminuez les risques de nourrir les animaux de façon inintentionnelle. Respecter les autres visiteurs. Alors, c'est toute la question donc que je veux aborder avec vous des drones, parce qu'on voit de plus en plus de drones qui servent à faire des images magnifiques, mais qui en fait constituent des nuisances pour les animaux, c'est sûr, et pour les êtres humains. Donc, il y a vraiment des risques de nuire aux gens ou de même causer des blessures, mais il y a aussi l'atteinte à la vie privée ou à la quiétude des gens avec ces drones qui se promènent au-dessus. Ça m'est arrivé, je me suis retrouvée dans un parc où j'ai eu un drone qui m'a poursuivi pendant je ne sais trop combien de temps et j'avais aucun moyen de faire quoi que ce soit. Alors, depuis que j'ai vécu cette expérience, je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Il y a une réglementation fédérale qui existe, qui justement réglemente l'usage à des fins récréatives des drones. Alors, vous devez vous assurer avant d'aller dans un milieu naturel, quelle est la réglementation. Sachez que chez Parc Canada, par exemple, c'est complètement interdit à des fins récréatives. Alors, voici un drone que j'ai retrouvé justement dans un milieu naturel protégé. Donc, ça prouve, encore une fois, plus mon expérience dont je vous parlais, que les gens les utilisent. Après, il y a toute la question de la responsabilité qu'on peut prendre pour faire en sorte que nos réseaux sociaux aient un impact positif au lieu de continuer à créer ce surachalandage dans certains milieux et des pratiques non respectueuses dans l'environnement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu de ces photos où on voit une belle tente plantée en plein milieu d'un tapis de fleurs, parce que ça fait beau, ça fait une sacrée belle photo, ou le réchaud posé lui aussi sur un tapis de mousse, ou alors des gens qui se tiennent debout tout simplement dans la belle végétation. Ce sont toutes des photos en fait qu'on partage sur les réseaux sociaux pour partager notre émerveillement, notre sentiment de bien-être, mais en fait qui continuent à perpétuer des comportements non responsables. Alors, c'est peut-être à vous de veiller quand vous publiez une photo avec un contenu, de vous assurer que le message qui passe, c'est vraiment celui à l'effet de respecter les milieux naturels. Alors, ça fait le tour pour les 7 principes sans trace. Je vais simplement ajouter maintenant, par rapport à cet outil-là, que les 7 principes ont été adaptés pour une série d'activités et d'environnements. Alors, ce que je viens de vous présenter maintenant, c'est les 7 principes dans leur forme standard. Mais comme vous en voyez la liste ici à l'écran, il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations qui ont été faites. Et en fait, vous avez le droit de pouvoir reproduire ces 7 principes-là et certainement, on vous encourage fortement à les consulter. Donc, si vous allez sur le site de Sans Trace Canada, vous allez avoir la possibilité de consulter les 7 principes sans trace avec beaucoup plus de détails et de les reproduire si vous le souhaitez. Tout le monde peut le faire. Donc, il y a une espèce d'aide-mémoire auquel vous avez accès
pas une espèce. Il y a un aide-mémoire, pardon, des 7 principes auxquels vous avez accès, que vous pouvez reproduire en mentionnant la source et sans afficher le logo de Centras Canada, qui lui est réservé aux partenaires. Tout le monde peut devenir partenaire, toute organisation, mais ceci dit, on vous demande vraiment de ne pas afficher le logo si vous n'êtes pas partenaire. Alors, sur le site de Deville-en-Forêt, j'ai aussi donc cette aide-mémoire auquel vous pouvez avoir accès. Il y a aussi une adaptation pour les milieux de travail. Alors, les gens, par exemple, qui ont un groupe de bénévoles et qui voudraient donner des consignes sans trace adaptées à ce contexte-là, pourraient venir consulter l'aide-mémoire ou le reproduire si vous le voulez. Et sinon, il y en a un aussi, donc un aide-mémoire adapté pour les événements en plein air. Voilà pour ça. Ensuite, il y a un guide qui a été produit par Rando Québec de presque 180 pages. Alors, ça a été fait en partenariat avec Centras Canada et j'ai eu le plaisir de travailler à cette adaptation. Et donc, ça vous donne les bases, les fondements, en fait, des 7 principes Centras, la liste des 7 principes assez détaillée, l'adaptation pour des 7 principes Centras pour les aires urbaines et pour le plein air en hiver. Et sinon, c'était toute une série d'activités dont vous pouvez vous servir pour l'animation d'activités axées sur la découverte des 7 principes Centras, des groupes adultes ou d'enfants, en toutes sortes de secteurs. Il y a une offre de formation aussi pour devenir éducateur ou éducatrice Centras et il y a 2 niveaux qu'on offre ici au Québec. Donc, comme ça sera disponible plus tard, vous pourrez consulter ça et peut-être faire plus de recherches pour savoir si ça pourrait vous intéresser. Alors, ce que font souvent les grands adeptes de plein air ou les gens qui travaillent dans le domaine, c'est de prendre 16 heures de formation. Alors, je vous invite à consulter ça. Alors, je vous remercie beaucoup et j'aimerais ça prendre quelques questions, évidemment, puis peut-être avoir une idée, Véronique, des réponses au sondage. Ça serait intéressant d'entendre ça. Oui. Bien, effectivement, il y a quelques questions que je vais te diriger. Et pour les réponses à ma question initiale, à savoir quel site avez-vous visité récemment, on a parlé du domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant, on a parlé du mont du lac des Cygnes, on a parlé le mont Saint-Grégoire qui est près de Montréal aussi, mont Saint-Bruno, donc des sites aussi qui attirent beaucoup de fréquentation, une grosse pression sur le milieu. Et des sites aussi qu'on retrouve, qu'on peut qualifier de sites protégés, donc des sites qui sont gérés à des fins de conservation, donc de protection des milieux naturels et de la faune et la flore. On a mentionné, on fréquente ces milieux-là, entre autres, pour se ressourcer, sérénité, quiétude, la paix, donc de se retrouver tranquille. Hein? On veut apprécier un moment pour soi. On fréquente ces milieux-là pour faire du sport et on fréquente aussi ces milieux-là, entre autres, pour tout simplement apprécier la nature, les paysages. Donc, c'est quelque chose auquel les gens ont grand intérêt. Donc, c'est intéressant de voir vos questions et vos réponses. Dans les questions d'ordre général, il y en a 3 auxquelles je voudrais ramener. Le sujet au niveau des chiens. Oui. Tantôt, tu as parlé, Daniel, de gérer les matières fécales que l'on produit, mais ça serait aussi applicable aux matières fécales des animaux de compagnie lorsqu'ils sont permis dans les sites protégés. Absolument, parce qu'en fait, ces excréments d'animaux-là contiennent énormément de pathogènes et ils risquent de contribuer à la dispersion de maladies puis à la contamination de l'eau. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, la même technique dans les différents environnements en l'appliquant. Si vous décidez de rapporter les excréments, moi, je vous propose, parce que vous allez les traîner assez longtemps dans votre sac, de faire comme pour les excréments humains, c'est-à-dire de doubler l'étanchéité. Donc, avoir 2 sacs l'un dans l'autre et peut-être d'ajouter bicarbonate de soude ou
excusez-moi, de la litière Oui. pour les odeurs. Et certaines personnes utilisent des sacs commerciaux. Je voudrais faire un petit topo là-dessus vite. Ça s'appelle donc Wag Bag, par exemple, donc des sacs jetables. Le problème avec ces sacs-là, si vous décidez de les utiliser pour vous-même ou pour vos chiens, pour apporter, puis en ayant l'impression de faire bien, c'est que vous allez voir que quand vous allez ouvrir ces kits-là, il y a énormément de plastique et de matière. Et en fait, vous pouvez reproduire la même chose avec facilité avec les conseils que je viens de vous donner, plutôt que d'acheter ces systèmes-là pleins de toutes sortes de matières qui alourdissent le poids des déchets. Oui. Puis, pour l'avoir vécu en fin de semaine, là, les gens souvent accrochent ces petits sacs-là sur leur sac, à l'extérieur de leur sac, ça tombe. On en retrouve au sentier, un randonneur va l'accrocher sur une branche pour que quelqu'un, un jour, le ramasse. Donc, faites attention, mettez-le dans un contenant, comme tu dis, dans un sac fermé, scellé à l'intérieur de votre sac pour ne pas les perdre en nature. Ou les pochettes extérieures. Oui, effectivement. Et donc, le principe central, c'est rien qui interdit ou qui ne recommande pas d'être accompagné de son animal de compagnie pour autant qu'on applique et qu'on soit consciencieux de nos passages. Vas-y. Oui, il y a une nouvelle réglementation. Je ne sais pas si tous les gens sont au courant, mais mis à part les interdictions qu'il peut y avoir, à partir du moment que vous avez le droit d'être avec votre chien, en principe, la laisse devrait faire 1,85 m, ce qui va vous aider à faire en sorte que votre chien piétine pas trop la lisière non plus. Donc, parce que ce soit vous, le chien, c'est le même résultat. Plus on va compacter les lisières, plus on énergie les sentiers et finalement, on se retrouve avec des sentiers qui viennent modifier la composition de l'environnement sur une très large portion. Alors, cherchons à éviter ça. Ouais. Merci. Il y avait un commentaire aussi, quelqu'un qui mentionnait, entre autres, là, à ce temps-ci de l'année où les sentiers sont en dégel. Donc, les sentiers sont boueux, il y a de l'accumulation d'eau. Il y a beaucoup de sites, de gestionnaires de sites protégés qui ferment les sentiers, donc qui interdisent l'accès pendant un certain moment. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines selon la météo. Donc, c'est une bonne pratique, effectivement, de respecter la signalisation ou les consignes que les gestionnaires ont mis en place. Vous pouvez les consulter des fois sur leur site Internet, sur les réseaux sociaux aussi. Des fois, entre randonneurs sur les réseaux sociaux, ça se parle aussi. Est-ce que ce site est ouvert? Ah, ben, je vais attendre quelques jours. Respectez-les, effectivement. C'est pour aider les gestionnaires de sites protégés à atteindre leur mission, donc d'éviter, entre autres, du désagrément, d'éviter du hors-sentier, donc du piétinement de la végétation en proximité, etc. Je rajouterais aussi que là, on parle de la période de dégel, mais il y a également le fait qu'avec le réchauffement climatique, les épisodes extrêmes de précipitations vont aller en augmentant. Ce qui veut dire que des sentiers pourraient être effectivement inondés ou quasi impraticables en plein été, en fait. Donc, toujours vérifier l'état du sentier, c'est une très bonne habitude à prendre. Parfait. Merci. On me pose une question aussi. Ma question, au niveau des sommets de montagne, pour ceux qui suivent des réseaux, les gens cherchent les sommets, les gens cherchent aussi des nouvelles expériences, des expériences plus extrêmes, entre autres dormir par exemple à la Belle Étoile ou arriver avec la tente sur les sommets. Pour l'avoir vécu, on pensait être tout seul, puis finalement non, les gens cherchaient de la place pour planter leur tente. Est-ce que vous savez si Centrace Canada ou une autre organisation fera une campagne de sensibilisation sur le sujet? S'ils vont faire une campagne? En fait, si on fait, Centrace n'est pas nécessairement en train de faire des campagnes, ils sont en train de restructurer l'organisation et de préparer leur relance. Alors ça, c'est pour Centrace Canada. Maintenant, c'est un peu la responsabilité des grandes organisations et des fédérations, à mon avis, d'être le relais de ce message de responsabilisation à l'égard de bonnes pratiques dans le milieu naturel. Alors, est-ce qu'on peut aussi demander à nos grands gestionnaires, vous parliez tantôt de la CEPAC, par exemple. Certains ont mentionné des parcs de la CEPAC. Donc, la CEPAC, Parc Canada, de partager davantage d'informations et de sensibiliser. Moi, je pense que c'est une responsabilité partagée de tout le monde, faire de l'éducation, comme vous faites aujourd'hui, d'ailleurs, le réseau, en organisant cet atelier-là. On a aussi lancé hier
une série de conférences avec l'Association québécoise pour le zéro déchet, Centrace Canada et de Ville-en-Forêt, justement c'est un petit atelier d'1 heure, sur les moyens à prendre aussi quand on va aller cet été un peu partout en milieu naturel, se promener pour le plein air. Alors, il y a beaucoup d'organisations maintenant qui ont pris conscience qu'il fallait faire plus d'éducation. Alors, je pense qu'on doit tous s'y mettre en fait. Et tant mieux s'il y a des organisations aujourd'hui qui sont représentées par des personnes, mais autrement, c'est toujours possible de faire appel à nous pour développer quelque chose sur mesure pour un groupe ou alors une campagne plus large. Mais il faut le faire, il faut le faire. Merci. Et il y avait une dernière question, en fait, de quelqu'un qui posait est-ce que les gestionnaires de sites de conservation devraient limiter le nombre d'utilisateurs de fréquentation? Je sais que c'est toujours une question difficile. Comment calculer la capacité de soutien du milieu naturel? C'est très, très difficile comme calcul, comme réflexion pour en arriver à un chiffre spécifique. Et d'autant plus qu'il y a le nombre, mais il y a la façon que les gens se comportent. Donc, quand bien même tu aurais un très petit nombre de personnes, mais que le comportement serait totalement inadéquat dans l'environnement, tu serais rendu à faire pire, en fait, parce que Bon, alors, je pense que l'idée, c'est d'essayer le plus possible de partager l'information sur les techniques et les pratiques qui sont recommandées pour que de plus en plus de personnes soient tentées. Mais les gens qui voudront s'informer davantage sur l'approche Centrace vont découvrir qu'il y a toute une information qu'on apprend à transmettre aux gens qu'on n'a pas fait aujourd'hui parce qu'on a fait quelque chose de très court juste pour vous transmettre quelques éléments, vous encourager à faire vos recherches par la suite. Mais ceci dit, dans l'approche Centrace éducative, on va partager beaucoup d'informations sur, et qu'on va vouloir après relayer au public, sur les impacts, les conséquences et justement sur des techniques en plus grand nombre à adopter. Mais il y a ce travail-là est à faire davantage au Québec. Je pense qu'on connaît de mieux en mieux les 7 principes Centrace, mais on ne fait pas beaucoup d'éducation avec les 7 principes Centrace selon l'approche qui est préconisée. Alors, je pense que là, on gagnerait davantage et peut-être que là, on serait moins pris avec la question de quelle est la capacité du support puis quel est le nombre maximum pour s'accommoder. En tout cas, moi, c'est mon espoir qu'on travaille davantage à l'éducation et que, selon en fait une recherche importante du Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, ils ont évalué que l'impact de l'éducation sur des nouvelles pratiques et en fait aussi sur l'obligation des gestionnaires à créer des encadrements supplémentaires, bien, en fait, ça avait un grand impact. On avait moins besoin de faire d'encadrement quand les gens étaient davantage éduqués avant d'aller sur le milieu naturel. Donc, bon, tout ça étant dit, il y a beaucoup à dire, là, mais je pense que, puis je suis d'accord avec toi, Véronique, la capacité de support, je pense qu'on le sait très bien que c'est difficile à évaluer. Oui. Ben, je vais m'assurer de passer le message aux gestionnaires de sites protégés avec lesquels le réseau de milieux naturels protégés travaille. Donc, je voulais seulement rappeler que, en fait, le réseau travaille principalement en conservation volontaire. Donc, ce sont des propriétaires, soit des individus ou soit des organismes qui ont acquis des terres afin de protéger les aspects naturels, le milieu biologique, le milieu physique et pour certains, ils donnent aussi accès à la communauté. Donc, ils vous laissent utiliser ces sites-là, les rendre accessibles via des sentiers, via parfois même des activités nautiques. Donc, aidez-les à atteindre leur mission, aidez-les à protéger le milieu en appliquant, entre autres, les 7 principes Centrace. Merci beaucoup. Merci, Daniel, de ta visite. Je vous en prie, puis bon été tout le monde. Merci, on se reverra sûrement tous sur les sentiers dans quelques semaines ou dans quelques jours pour certains. Merci. Puis le RMN vous dit à la prochaine. Nous, on se retrouve tous les derniers mercredis de chaque mois pour les midis conservation. Jetez un œil sur le site Internet du RMN, du Réseau de milieux naturels protégés, au rmnat.org. Il y a un calendrier et toutes les activités vont être annoncées quelques semaines d'avance. Donc, tenez-vous au courant. Merci. Bon après-midi tout le monde. Merci, Daniel, encore. Au revoir. Merci, Véronique.